Vous êtes sur Télésud, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition, mercredi 7 mars. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Guillaume Soro, de plus en plus proche de la sortie. Après plusieurs semaines de tractation, la formation du nouveau gouvernement est imminente. Au Sénégal, tous les recours introduits par le candidat Abdoulaye Wade pour l'annulation de certains votes ont été rejetés par la Cour constitutionnelle. Des requêtes infondées pour l'institution. Et puis au Soudan, vaste projet destiné à soutenir l'éducation. Défi lancé par le gouvernement et l'UNICEF. Objectif, mettre fin aux préjugés sexistes. Nous y revenons dans un instant. Mais avant, en Côte d'Ivoire, un nouveau Premier ministre dans les prochains jours, annonce faite par le président ivoirien Alassane Ouattara, et ce, en remplacement de Guillaume Soro, qui aura sans doute pour successeur un membre du PDCI, une promesse qui aurait été faite à Henri Konan Bédié lors de la présidentielle de novembre 2010. Patricia Drelin. Chose promise, chose due. Lors de l'élection présidentielle de novembre 2010, Alassane Ouattara avait promis à Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, d'installer un Premier ministre venant de ce parti politique. Ouattara n'a pas voulu en dire plus. C'était un échange sur la situation sociopolitique. Monsieur le Président de la République, on parle de plus en plus de la désignation d'un nouveau Premier ministre. Est-ce que vous en avez parlé avec le président Bédié? Oui, nous en avons parlé avec le président. Qu'est-ce que vous avez décidé? Ça, vous le saurez dans les prochains jours. Henri Konan Bédié entretient le suspense. Seul mot d'ordre, gardez le silence. Ça, vous le saurez dans les jours prochains. Après avoir reçu Konan Bédié, Alassane Ouattara a reçu Guillaume Soro au palais présidentiel. Une rencontre pour régler les derniers détails du départ de l'actuel locataire de la primature. Premier ministre depuis 2007 sous Laurent Gbagbo, puis reconduit par Ouattara en 2010, la nouvelle destination du patron de l'ex-rébellion reste encore inconnue, même si les rumeurs évoquent la présidence de l'Assemblée nationale. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a rejeté les 2 recours en annulation introduits par le camp du candidat Wade. Les requêtes du président sortant visaient entre autres l'annulation des résultats des votes des Sénégalais de l'extérieur. Fernand Tenin. Ce mercredi 7 mars marque le début de la campagne électorale pour le second tour de la présidentielle sénégalaise, devant opposer le président sortant Abdoulaye Wade et son ancien Premier ministre Macky Sall. Cette nouvelle étape est consécutive à la confirmation des résultats provisoires par le Conseil constitutionnel. Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue au premier tour, le deuxième tour du scrutin de l'élection présidentielle aura lieu le dimanche 25 mars 2012. En application de l'article 33 de la Constitution. À l'occasion de la publication des résultats définitifs, le Conseil constitutionnel a rejeté les 2 recours en annulation introduits par les forces alliées 2012 qui soutiennent le président sortant. Les requêtes présentées par le candidat Abdoulaye Wade sont recevables. Au fond, article 2, les requêtes du candidat Abdoulaye Wade sont rejetées. Les camps d'Abdoulaye Wade et de Macky Sall affûtent leurs armes pour ce second tour annoncé par les analystes politiques comme devant être âprement disputé. Direction à présent l'est de la RDC. Près de 20 000 casques bleus sont déployés au sein de la MONUSCO. Pourtant, malgré cet impressionnant dispositif, viols et autres violences envers les populations locales se poursuivent. Mais pour inverser la tendance, la dernière trouvaille de la MONUSCO, distribuer des tracts aux rebelles pour les persuader de déposer les armes. Christina Okello. Des milliers de tracts dispersés dans les forêts congolaises. Objectif, inciter les rebelles à déposer les armes. À l'est de la RDC, des conflits successifs entre le pouvoir et des rebelles ont fait de milliers de morts ces dernières années, la plupart parmi les populations civiles. Et si la guerre s'est officiellement terminée en 1999, des dizaines de groupes armés sont encore actifs. C'est la raison pour laquelle les Nations Unies ont déployé l'une des plus grandes missions de maintien de la paix au monde, la MONUSCO. Pourtant, malgré cet impressionnant dispositif, viols et autres violences envers les populations locales se poursuivent. Quand une femme est victime d'agression et qu'elle va voir la MONUSCO, on se contente juste de lui donner des médicaments. Dans cette vaste zone, difficile d'être présent partout, des routes impraticables, des villages isolés et des problèmes de communication
compliquent les tâches des soldats. Beaucoup de zones sont complètement coupées du reste. La plupart sont inaccessibles par la route et nous devons patrouiller à pied. Mais plus encore que la nature du terrain lui-même, c'est le mandat qui est mis en cause. La MONUSCO a pour mission de protéger les civils en cas d'attaque, mais lorsque des violences ont lieu à plusieurs heures de route d'une base onusienne, il est déjà trop tard pour intervenir, ce qui frustre certains soldats. Les opérations que nous menons ne sont pas proactives, elles sont réactives. Je ne peux pas lancer une opération comme cela. Il faut que ce soit en réaction à l'action de terroristes ou d'insurgés. Nous avons les mains liées. Avec les mains liées, les casques bleus ne parviennent pas à endiguer le cycle de violence ni à répondre aux attentes de la population. Malgré les critiques, la MONUSCO ne semble pas être sur le point de quitter le pays et beaucoup s'accordent pour dire que la situation serait pire encore sans sa présence. Éduquer les filles dans un pays où les préjugés sont encore bien ancrés, c'est le pari de l'État soudanais en partenariat avec l'UNICEF. Le Soudan connaît l'un des taux de scolarisation des filles le plus bas au monde, mais l'heure est au changement. Christina Okello. Des filles en uniforme engagées dans un cours de théâtre, c'est une scène rare au Soudan où l'éducation reste encore l'apanage de garçons. Le mariage précoce et la pauvreté empêchent jusqu'à 50% des filles d'achever leur 8 années d'enseignement primaire. D'autres encore ne verront jamais l'intérieur d'une salle de classe. Mais l'heure est au changement. Le gouvernement soudanais et l'UNICEF ont lancé une vaste initiative destinée à soutenir l'éducation de filles. Objectif, mettre fin aux préjugés sexistes. Nous pouvons convaincre les parents, comme nous a dit notre prophète Mohamed. L'éducation commence dès l'enfance jusqu'à la vieillesse. L'enseignement est une obligation pour les hommes, tout comme pour les femmes. À quelques mètres de l'école, Amani Abdelbakar se presse à faire la vaisselle. Cet ancien élève réfléchit à son éducation qui s'est terminée brusquement en 4e année lorsque son père ne pouvait plus payer les frais scolaires. Quand je suis à la maison et je vois d'autres filles aller à l'école, ça me rend triste. Dans ce village, il y a plus de filles à la maison qu'à l'école. Rendre l'éducation de filles gratuite est au cœur du partenariat entre le gouvernement et l'UNICEF. Plus de 300 écoles ont déjà été construites dans les provinces les plus défavorisées du pays, ravagées par 2 décennies de guerre civile. Une fille éduquée sera une meilleure mère et enverra ses filles, tous ses enfants, à l'école. Elle saura leur apporter de meilleurs soins. En outre, elle contribuera à un meilleur développement de sa communauté. Le défi du développement au Soudan sera avant tout le défi de l'éducation pour tous. Et à l'occasion de la 27e édition de la Journée internationale de la femme, je vous propose d'aller à la rencontre d'Yvette Ngono Etundi ici. Ancienne députée, elle est aujourd'hui maire de la commune urbaine de Yaoundé 5. Un formidable exemple d'une femme qui a su allier carrière politique et vie de famille. Voici un portrait signé Dorothée Ndoumbe. C'est avec toute sa chaleur de mère qu'elle nous accueille dans son bureau au quartier Essos, à Yaoundé. Nous découvrons alors une femme souriante et coquette qui s'ouvre à nous. Expert comptable de son état, la politique est pour elle une histoire de famille. Sa mère était une femme engagée dans le domaine et les activités politiques lui vont à merveille. Je pense également qu'on se retrouve en politique parce qu'on a ce souci de s'affirmer. De dire un peu tout ce que les autres n'osent pas dire, de travailler pour les autres, parce que je pense qu'il faut être aussi altruiste. Pendant ses 2 mandats de maire, elle a surtout œuvré dans le social pour le bonheur de ses populations. Elle a reçu en 2007 le trophée du meilleur maire par la Fondation Afrique Excellence. Depuis que je suis là, dans ma commune, j'ai embauché environ une centaine de jeunes. En plus de cela, nous essayons de pouvoir en table-banc et en matériel scolaire, déjà toutes les écoles primaires, maternelles, publiques, privées et confessionnelles. Yvette Ngono Etundi ici ne perd pas de vue qu'en politique, la femme doit travailler 2 fois plus pour s'en sortir. Si vous faites au même niveau qu'un homme, votre travail risque de ne pas se voir.
Sa commune est l'une des plus prestigieuses de Yaoundé avec une superficie de 20 km². Elle compte environ 400 000 habitants, 20 quartiers dont Essos, Fouda, Vogatana, Omnisport. Ces populations constituent sa seconde famille, même si la famille proche lui donne beaucoup. Nous faisons des points d'eau, nous faisons tout ce qui va avec la proximité. Nous essayons de reprofiler les routes ou alors de les arranger. Finalement, Madame Yvette Ngono Etundouaïsi est une femme heureuse, une mère pas comme les autres, qui a pu sortir sa tête de l'eau grâce au travail et à l'amour des siens. Retour en RDC où le pays se prépare lui aussi aux célébrations de la Journée de la femme. Et dans les magasins de Pagne, l'heure est à l'engouement des Congolaises. Elsa Edombe. Ici, deux femmes d'entreprise et deux anonymes s'approvisionnent en pagne au motif du 8 mars. La pièce coûte 25 $, soit 23 500 francs congolais pour Sia. L'imprimaire a joué sur les couleurs. On y trouve le rouge, vert, bleu, orange, rose. En tout cas, tout pour plaire à la femme. Malgré le prix, le magasin est inondé de clients qui achètent. C'est la société qui a supporté. La société nous a donné l'argent pour acheter les pains pour toutes les mamans de l'entreprise. Nous sommes à peu près 116 mamans, 146. 146. La République démocratique du Congo importe environ 350 millions de yards par an avec différents motifs. Mais le ministère du Genre et Famille a opté pour la production locale. Les responsables du magasin, tellement débordés par la clientèle, ne nous donnent pas de chiffres précis. C'est au mois de mars que nous faisons des bonnes affaires. Comme c'est une journée internationale, tout le monde veut avoir son pagne. À propos des recettes, je n'ai pas une idée précise. Mais ce qui est sûr, c'est que nous vendons beaucoup. Voyez vous-même comment le magasin est plein. Refus ou par père du fisc, l'équipe du reportage ne peut que s'en tenir au dire de la caissière. Le circuit informel n'est pas en reste. Ces vendeurs proposent également des pannes au motif du 8 mars, autre que celui proposé par le ministère de Genre et Famille, et le prix s'évale. Même le magasin de prêt-à-porter se lance dans le design en panne. Nous avons aussi ajouté pour les petites. La vente se déroule bien, malgré que la situation est assez difficile. La vente du pagne est un commerce qui se porte mieux au mois de mars, car toute femme congolaise préfère mettre son corps en valeur. Un mot sur la course à la présidentielle française. Et comme à chaque échéance, la question de l'immigration s'invite dans la campagne. François Hollande a ainsi critiqué les propositions de Nicolas Sarkozy visant à durcir les conditions d'immigration. Il a accusé son rival d'incohérence, se refusant pour sa part à fixer des objectifs chiffrés. Je vous propose de l'écouter au micro de nos confrères d'Europe 1. Sur les 200 000 personnes qui viennent en France depuis maintenant 10 ans, puisque ce chiffre a sensiblement augmenté depuis 10 ans. Il avait dit la moitié doivent être des immigrés venant travailler dans notre pays. Nous en avons besoin. C'est ce qu'il appelait l'immigration choisie. En fait, l'immigration économique est tombée à 10%. Si je fixais un objectif chiffré, ce serait stupide. Pourquoi ce serait stupide? Parce que ça voudrait dire que je fixerais le nombre de personnes régularisées, quelle que soit leur situation. Moi, je suis pour qu'on lutte contre la fraude. C'est-à-dire, il y a sûrement des mariages qui sont des mariages de complaisance. Ceux-là n'ont aucune valeur à mes yeux et doivent être combattus. Mais en revanche, pour ceux qui se sont mariés avec un conjoint étranger, femme ou homme, et qui ne peuvent plus obtenir que leur conjoint vienne vivre en France, mais quelle est la situation? Qu'est-ce qu'on va créer comme famille? Et c'est ainsi que s'achève cette édition, mais avant un dernier rappel des titres, le suspense diminue d'heure en heure en Côte d'Ivoire au sujet du nom du futur Premier ministre, et ce serait Jeannot Ahoussou Kouadio, ministre de la Justice sortant, qui devrait être nommé pour succéder à Guillaume Soro. Au Sénégal, à l'occasion de la publication des résultats définitifs, le Conseil constitutionnel a rejeté les recours en annulation introduits par le camp d'Abdoulaye Wade, annulation notamment des votes des Sénégalais de l'extérieur. Et enfin, l'heure est au changement au Soudan, l'éducation des filles, un pari lancé par le gouvernement et l'UNICEF, un pas décisif pour toute la communauté. Voilà, fin de ce journal. Dans quelques instants, la suite de vos programmes. Restez avec nous sur Télé Sud. Demain, retrouvez Patricia Dreline. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée.